Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquier, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 91 dans lequel nous allons parler de mes résultats d'analyse et notamment de mes résultats d'analyse de microbiote. Alors pour vous remettre un petit peu le contexte du pourquoi de ces analyses, en fait j'ai fait plusieurs analyses dernièrement suite à un diagnostic d'endométriose. Alors je ne développerai pas trop ici l'endométriose parce que je vous prépare justement des épisodes dédiés sur l'endométriose et notamment l'endométriose et le lien avec le digestif. Mais voilà, du coup je préfère quand même vous expliquer pourquoi j'ai fait tous ces tests. Vous allez comprendre pourquoi dans le sens où ça nous permet de donner une grille de lecture à ces tests et j'aurais très bien pu les faire juste comme ça pour savoir si tout allait bien, mais là je vous donne cette indication pour vous aider à comprendre aussi comment je vais lire un peu mes analyses et voilà, que c'est pas juste est-ce que tout va bien, est-ce que tout est à peu près dans les normes, mais là il y a vraiment une intention derrière et une grille de lecture qui est assez particulière. Et il est vrai que je vous fais cet épisode-là, alors j'ai hésité à vous le faire, mais je vous ai demandé votre avis sur Instagram notamment et sur Telegram, et vous étiez très nombreux, et je pèse mes mots, très nombreux et nombreuses à vouloir savoir, bande de petits curieux. Bon, j'aurais fait pareil, hein. Moi je trouve ça aussi hyper intéressant déjà moi je trouve ça hyper intéressant d'analyser les résultats d'analyse de mes clients quand on en fait, donc je comprends que vous ayez envie de savoir, et puis surtout j'imagine qu'il y a un peu ce truc de où en est la naturopathe? Est-ce que finalement elle fait tout bien et tout est absolument parfait, ou est-ce que finalement il y a encore des trucs un petit peu à revoir? Donc avant que je vous dévoile tout ça, revenons un peu sur l'endométriose. Donc c'est une maladie qui est inflammatoire et qui implique aussi l'immunité. Donc il y a plein d'autres facteurs, hein. Il y a aussi un facteur hormonal, etc. Mais là dans cet épisode, on va surtout s'intéresser à l'aspect inflammatoire et à l'aspect aussi immunité. Encore une fois, je ne vais pas trop détailler sur ce qu'est l'endométriose, etc. parce que je vous prépare d'autres épisodes sur ça. Mais là, voilà, l'idée, c'était vraiment plus de vous parler de mes analyses. Donc l'objectif de ces analyses, il était de voir si la réponse inflammatoire, elle était correcte. Est-ce qu'elle était adaptée? Est-ce qu'elle était trop forte? Est-ce qu'elle était trop faible? Puisque, encore une fois, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que le corps, il est en surinflammation et surtout, est-ce qu'il est en surréaction dès qu'il y a une inflammation qui se met en place, ou est-ce que finalement, ça se passe plutôt bien? L'idée, c'était aussi de voir l'état du microbiote, tout simplement parce qu'il joue aussi dans la réponse inflammatoire et immunitaire. Donc encore une fois, j'aurais pu juste faire cette analyse en me disant je vais juste vérifier un petit peu comment se porte mon microbiote, mais là l'objectif c'était surtout de voir au niveau inflammatoire. L'objectif c'était aussi de voir s'il y avait certaines carences, notamment les choses importantes dans l'inflammation et l'immunité, à savoir notamment la vitamine D, le zinc, des antioxydants, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui sont importantes dans l'inflammation et l'immunité, mais voilà, l'idée c'était de faire un peu un focus sur les choses les choses majeures, on va dire. Et puis l'idée c'était de voir aussi d'autres choses un peu plus techniques dont je vous parle effectivement dans un autre épisode à venir, notamment l'aspect plus hormonal. Donc ça je développerai plutôt dans l'épisode dédié. Donc, comme vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir savoir, et bien voilà le résultat. Donc voici dans les grandes lignes un peu les résultats. L'idée c'est je vais vous montrer un petit peu comment j'interprète du coup ces résultats par rapport à notre objectif de départ. Parce qu'il y a des choses où on va se dire ouais ça c'est peut-être pas idéal, mais en même temps c'est pas la priorité parce que là pour ce qui nous intéresse c'est pas si grave ou si important. Donc voilà. Je fais une petite interruption d'épisode pour te rappeler quelque chose. Les notions que je vais dévoiler juste après, les résultats un petit peu de mon microbiote et les analyses que j'en fais, ce sont des notions que l'on aborde de manière bien plus poussée dans la formation Naturo Digest. C'est la formation à destination des naturopathes et autres professionnels de santé qui souhaitent se former à la prise en charge des troubles digestifs.
Elle réouvre ses portes du 6 au 13 décembre. Je te remets le lien en description de cet épisode si tu veux découvrir toutes les informations sur cette formation et nous rejoindre. Et maintenant, c'est de nouveau parti pour l'épisode. Donc déjà, bon, il y a un petit truc que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu une énorme erreur dans mon bilan martial. Le bilan martial, c'est le bilan du fer. C'est le nom qu'on lui donne. Donc le bilan martial, il comprend la ferritine, le fer, la transférine, le coefficient de saturation de la transférine, etc. En gros, ça permet de voir un peu les réserves en fer, la quantité de fer circulant, la quantité de fer qui est transporté dans l'organisme, etc. Et je me suis retrouvée avec un résultat, mais lunaire. Mon médecin, parce que je suis allée le voir quand même après avec mes analyses en disant est-ce que je vais mourir ou est-ce que tout va bien, mon médecin m'a quand même dit je n'ai jamais vu ça, des résultats comme ça, donc voilà. Donc bon, j'ai essayé de pas trop paniquer parce qu'en fait il y avait des choses qui étaient pas cohérentes. Je me suis dit bon, ne t'emballe pas, même si j'ai quand même passé quelques jours avec quelques petites sueurs. Donc je suis allée voir mon médecin qui m'a dit ça arrive de temps en temps les erreurs dans les labos, ça arrive assez souvent visiblement. Et du coup je vous ai fait un petit sondage aussi sur Telegram sur ça et vous étiez plusieurs à m'avoir répondu qu'effectivement vous avez déjà eu des erreurs comme ça dans des analyses. Ou même parfois on vous a donné les analyses de quelqu'un d'autre. Donc là c'est quand même encore plus grave. Et bon, j'ai refait une prise de sang ensuite et il s'avère que finalement mon bilan martial est plutôt bon, mais voilà, du coup c'est comme quoi si je vous dis ça parce que il faut savoir qu'il n'y a aucun labo qui est infaillible. Pourtant le labo avec lequel j'ai fait mes analyses, c'est un laboratoire avec lequel j'ai l'habitude de travailler. À qui je fais vraiment confiance, mais l'erreur est humaine. Et effectivement, là je ne sais pourquoi, donc j'ai contacté le laboratoire pour avoir des explications quand même. Ils m'ont donné des explications possibles, effectivement, mais je pense simplement que c'est une erreur humaine et ça peut arriver. Donc juste, je vous dis ça dans le sens où si un jour vous avez des résultats qui sont catastrophiques, c'est toujours à faire vérifier parce que des fois, il peut y avoir effectivement des erreurs. Donc ceci étant passé, finalement le bilan martial, on en avait plus besoin pour l'immunité notamment. Donc là en l'occurrence, bon ça tout va bien, mais je voulais quand même vous, dans un souci un peu de transparence, vous parler de ça et aussi parce que moi c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'étais vraiment sur le cul on va dire, je ne trouve pas d'autre expression, parce que vraiment je trouvais ça fou qu'il puisse y avoir des erreurs comme ça, mais c'est-à-dire qu'on est passé de grosses différences de chiffres, mais voilà effectivement ça arrive. Ceci étant dit, autre chose que j'ai constaté, c'est qu'au niveau de la vitamine D, ma vitamine D était un peu basse. Et ça, j'étais assez surprise parce que finalement, je me supplémente en vitamine D depuis longtemps. Mais je dois avouer que de temps en temps, je l'oublie. C'est-à-dire que je pense pas forcément à la prendre tous les jours. Et surtout, je pense que je n'en prends pas suffisamment. Donc il y a 3 paramètres, je pense, qui expliquent ça. Donc le premier, c'est qu'effectivement, parfois j'oublie de prendre ma vitamine D. Donc forcément, quand on l'oublie, ça marche moins bien. Puisque la vitamine D, quand on prend des doses à prendre tous les jours, c'est mieux de vraiment les prendre tous les jours. C'est-à-dire que si on oublie un jour sur 2, forcément, ça va moins bien faire effet que ce à quoi on peut s'attendre. Donc il y a le fait que j'oublie, il y a le fait qu'effectivement je n'en prenais pas assez, je pense, parce que je me disais, voilà, j'avais à peu près calculé combien il m'en fallait, voilà. Et le troisième point sur lequel je vais revenir plus tard, mais c'est que je pense qu'il y a un petit souci de digestion des graisses, puisque la vitamine D est une vitamine liposoluble, donc qui a besoin d'être liée à une molécule de gras pour être absorbée. Or, une autre partie de mes analyses a montré que je pense que je ne digère pas super bien les graisses. Donc voilà, du coup ça c'est un paramètre à prendre en compte, même si je fais toujours attention à prendre ma vitamine D au cours d'un repas qui contient des lipides, justement. Ça, c'est un point important parce que si jamais vous prenez de la vitamine D ou que vous conseillez à vos clients de prendre de la vitamine D si vous accompagnez des personnes, mais que vous leur précisez pas qu'il faut la prendre au cours d'un repas qui contient des lipides, elle ne sera pas absorbée. Il faut vraiment, comme je vous dis, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc c'est important qu'elle soit mélangée à du gras pour être finalement absorbée. Si on la prend à jeun, par exemple, le matin, une demi-heure avant le petit-déj, ça servira pas à grand-chose. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, passons au cœur de l'analyse, à savoir le microbiote. Eh bien, je vais tout vous révéler. Globalement, franchement, c'est pas mal, mais moins bien que ce à quoi je m'attendais. Et ouais, j'avoue que j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me disais quand même, je fais à peu près tout bien. Je dis bien à peu près parce que vous savez bien, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, j'irai pas jusque là parce que vraiment quand même, j'ai une hygiène de vie qui est quand même plutôt nickel. Je fais les choses, on va dire, à 80% bien, mais je sais qu'il y a encore une marge de progression. Là, c'est exactement ce que ça m'a montré. C'est-à-dire que au niveau du microbiote, le laboratoire avec lequel je travaille, il le présente d'une façon où d'abord il y a des espèces de
d'indicateurs un peu globaux sous forme de flèches qui est soit dans le rouge, soit dans le jaune, soit dans le vert, comme les feux vert, orange et rouge, quoi. Donc le marqueur de santé de mon microbiote, il était tout juste dans le vert, donc il était quand même dans le vert, mais vraiment au début, genre juste après le jaune. Le marqueur de dysbiose, lui, il est dans le jaune, donc ça veut dire qu'effectivement il y a une dysbiose qui est pas catastrophique, sinon ça aurait été dans le rouge, mais c'est pas non plus génial. Et le marqueur de diversité, lui, il est tout juste dans le vert. Donc après, ça dépend, là je vous dis marqueur de santé, de dysbiose, de diversité, ça dépend évidemment de chaque labo. Chaque labo a un petit peu sa façon d'interpréter, on va dire, les données. Donc là, en gros, je vous dis ça c'est simplement une première grille de lecture et après on rentre dans le détail. Mais donc globalement, déjà je vois qu'effectivement, bon, il est pas mal mon microbiote, mais il pourrait être plus diversifié et surtout, il y a un déséquilibre au niveau des bactéries puisque pour le coup, le marqueur de dysbiose, il est dans le jaune. Alors la partie pas top, et justement la partie qui nous intéresse, et vu la grille de lecture qu'on a effectivement par rapport à l'inflammation et l'immunité, c'est que effectivement l'inflammation elle est dans le jaune voire orange parce qu'il y a certains curseurs qui ont du orange en plus, donc il y a rouge, orange, jaune, vert clair et vert foncé, je crois, un truc comme ça. Donc au niveau inflammation, j'avais 2 marqueurs dont un qui était dans le orange et un dans le jaune puisque les 2 marqueurs sont différents selon les bactéries. En fait c'est un indicateur par rapport à la présence de certaines bactéries. Donc voilà, ça déjà je vois que effectivement au niveau inflammation, on peut mieux faire. Si on regarde en détail, donc je vais pas vous détailler chaque bactérie, etc. parce que alors là ça ferait un podcast qui durerait à peu près 4 heures, mais en gros j'ai trop de certaines bactéries, notamment trop de bactéries plutôt pro-inflammatoires et pas assez de certaines bactéries, notamment surtout pas assez de certaines bactéries plutôt protectrices. Donc au niveau des bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte, donc les fameuses AGCC, notamment le butyrate et le propionate et l'acétate, ça c'est nickel. J'en ai assez, j'en ai pas trop, ça c'est plutôt bien. En revanche, j'ai trop de bactéries que l'on appelle les Dorea. Et ça, les Dorea, elles ont beau avoir un petit nom un petit peu mignon, elles sont pas sympas du tout. Ça, c'est vraiment des bactéries qui sont inflammatoires, qui ont tendance à dégrader le mucus. Donc là, on fait encore plus attention sur un profil FUT2 non sécréteur, et je suis FUT2 non sécréteur. Donc je me supplémente en fucosyl-lactose. Si vous ne voyez pas du tout ce qu'est le FUT2 non sécréteur, je vous renvoie à l'épisode, je crois que c'est le 11, il me semble, sur le FUT2. Quoi qu'il en soit, je vous remets le lien dans les notes de cet épisode-là pour que vous puissiez le retrouver, où là je vous explique en détail ce qu'est le FUT2, le fucosyl-lactose, etc., etc. Mais donc voilà, moi je suis profil non sécréteur, donc ça veut dire que déjà j'ai un mucus qui est pas de super qualité, même si du coup je me supplémente en fucosyl-lactose pour pallier à ce polymorphisme génétique, mais il faut que je fasse quand même attention parce que s'il y a trop de bactéries qui grignotent le mucus, déjà que potentiellement j'ai un mucus qui est pas génial, bah là ça veut dire que potentiellement le mucus il est encore en pire état et donc il protège beaucoup moins bien la muqueuse. Donc il y a un risque plus élevé de leaky gut, c'est-à-dire d'hyperperméabilité intestinale. Donc ça c'est un point, voilà, c'était pas énorme non plus, c'est-à-dire que j'avais pas une énorme quantité de Dorea et en même temps c'est assez logique parce que honnêtement quand je vois mes symptômes digestifs qui sont quand même tellement mieux qu'à une époque où vraiment c'était la catastrophe. Là aujourd'hui j'ai mal au ventre une fois de temps en temps, en général je sais à peu près pourquoi et voilà. Donc ça m'aurait étonné d'avoir énormément de bactéries pro-inflammatoires, parce qu'en général, quand il y a beaucoup de bactéries pro-inflammatoires, il y a vraiment des symptômes qui sont quotidiens et assez forts. Or là, vraiment, moi, ce n'est plus du tout le cas. Donc voilà. Mais bon, ça m'étonne quand même pas complètement cette présence de Dorea, parce que c'est vrai que des fois, évidemment, j'ai encore mal au ventre de temps en temps, j'ai encore des troubles digestifs qui sont pas forcément... Enfin, la présence de cette fameuse bactérie Dorea n'explique pas forcément tous les symptômes. Mais voilà, tout ça pour dire que, bon, ça m'étonne pas non plus complètement. Donc j'ai effectivement trop de cette fameuse bactérie Dorea. Et à l'inverse, je n'ai pas assez de bifidobactéries. Les bifidobactéries, en général, c'est un nom qu'on connaît assez bien, les bifidos, vous voyez, c'est les bactéries qui commencent par ça. En général, on les connaît assez parce que souvent c'est des bactéries qui sont assez présentes dans les probiotiques notamment. Donc c'est des bactéries qui sont assez protectrices. Elles évitent justement que de mauvaises bactéries s'installent. Et en plus de ça, elles sont ce qu'on appelle des dégradeurs primaires. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont prédigérer certains aliments ou certaines fibres pour les donner à d'autres bactéries bénéfiques. Donc elles ont vraiment ce rôle un peu de nourricière, on va dire, d'autres bactéries. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'elles soient présentes. Et en plus de ça, elles ont un rôle de stimulation de production du mucus.
et un rôle anti-inflammatoire. Donc en gros, les bifidobactéries, c'est un peu nos meilleures amies, c'est important qu'elles soient présentes en assez grande quantité, et là en l'occurrence, chez moi, je n'en ai pas assez. Ce qui explique aussi que du coup, nos petites bactéries doréa, elles puissent s'implanter, parce que normalement, si un microbiote est équilibré, les mauvaises bactéries, elles n'ont pas la place de s'installer puisque les bonnes bactéries, elles font tout pour que les mauvaises bactéries n'aient pas envie d'être là. C'est-à-dire qu'elles modifient un petit peu l'acidité du milieu, elles prennent toute la place, elles ont un rôle anti-inflammatoire, etc. Donc normalement, effectivement, ça ne peut pas s'installer. Mais là, vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait des sièges vacants dans mon microbiote parce qu'il n'y a pas assez de bifidobactéries. Et donc, il y a ces mauvaises bactéries pro-inflammatoires comme les doréas qui vont venir s'installer. Une autre constatation que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu trop d'une quantité de bactéries que l'on appelle les entérobactères. Or, les entérobactères, c'est des bactéries qui sont plutôt pathogènes, donc qui sont pas très sympas, et surtout une famille de bactéries qui est plutôt reconnue pour favoriser l'anxiété. Et ça, si vous voulez, ça m'a paru à peu près cohérent, parce que, bon, je le dis souvent en consultation auprès de mes clients, mais aussi souvent sur le podcast. Effectivement, moi j'ai plutôt un profil anxieux depuis toute petite. Voilà, je suis pas la personne la plus zen, même si aujourd'hui j'y travaille beaucoup et ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je vous parlais notamment de la spasmophilie dans certains épisodes, etc. Bon bah tout ça c'est un petit peu lié. Et j'avais découvert effectivement durant une de mes formations que les entérobactères étaient effectivement reconnus pour favoriser l'anxiété. Ça, il y a vraiment des études qui le prouvent. Et ben voilà, c'est pas étonnant. Il se trouve que j'en ai quand même beaucoup de ces bactéries, donc voilà, c'est pas complètement illogique, mais surtout ça me donne aussi une piste de me dire ah ben voyez, et ça explique aussi un peu le lien entre le microbiote et notre état mental. Vous voyez à quel point un microbiote déséquilibré, ça peut fortement jouer sur notre état mental, notre santé mentale, notre bien-être, notre anxiété, notre niveau de stress, etc. Donc ça c'est quand même, je trouve que c'est assez fou, et surtout quand on voit vraiment le résultat sur soi, on se dit ah ouais ok, là je comprends bien le lien entre tout ça. Ensuite, j'avais aussi trop de bactéries productrices d'H2S. L'H2S, c'est du sulfure d'hydrogène, c'est un gaz qui est très irritant pour la muqueuse, qui a tendance aussi à détruire le mucus, donc encore plus attention, encore une fois, sur un profil FUT2 non sécréteur. Et surtout, ces petites bactéries, vu que ça irrite la muqueuse, forcément, ça implique aussi un risque de leaky gut. Donc voilà, vous voyez qu'entre les doréas et les bactéries productrices d'H2S, effectivement, niveau inflammation, on n'est pas génial. Alors celle-ci, c'est pareil, j'en avais pas énormément, mais j'en avais quand même beaucoup trop par rapport à la normale, on va dire, pour on va dire la quantité pour qu'elle ne soit pas trop méchante. Donc voilà, globalement, je vous fais un peu les grandes lignes du microbiote, je vous donne en tout cas les choses intéressantes, encore une fois, dans notre idée de savoir au niveau inflammation. Donc globalement, c'est pas catastrophique, il n'y a pas non plus de grosses quantités de bactéries vraiment méchantes, mais un manque de bonnes bactéries qui laisse la place à des bactéries néfastes, et ça explique effectivement que ma digestion se soit beaucoup améliorée, parce qu'effectivement mon microbiote il est quand même plutôt pas mal, mais que j'ai encore des symptômes parfois légers, et surtout ça montre que ça c'est pas bon parce que ça favorise l'inflammation. Et s'il y a une inflammation au niveau de l'intestin, il y a une inflammation partout dans le corps, puisque l'intestin c'est vraiment le pilier central de beaucoup de choses, c'est un peu la base, la tour de contrôle, donc voilà, donc là forcément je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc qu'est-ce que je fais par rapport à ça, une fois que je sais ça? Bon déjà, il y a un peu deux stratégies. En général, quand il y a beaucoup de bactéries néfastes, on peut prendre un traitement antibiotique, soit médical, si un médecin nous le recommande, un gastro-entérologue par exemple, ou un peu des antibiotiques naturels. Voilà, il y a pas mal de compléments alimentaires qui sont faits pour ça. Le problème, c'est que selon le dosage et selon la durée, et voilà, selon l'intensité, puis selon la tolérance de chacun, ça peut quand même dézinguer beaucoup de bactéries et à peu près toutes les bactéries. C'est-à-dire que c'est des antibiotiques naturels, ils vont pas cibler que les bactéries néfastes et laisser tranquilles les bonnes bactéries. Donc ça dépend, ça en général moi je le préconise quand il y a beaucoup de bactéries effectivement néfastes et que là il faut un petit peu faire un grand nettoyage avant de réensemencer avec un bon probiotique. Là, en l'occurrence, comme c'est pas l'énorme catastrophe, ma stratégie, c'est plutôt de éventuellement faire une petite cure d'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antibiotique naturel assez léger. Là, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'y aller avec l'artillerie lourde, au contraire, ça pourrait être un peu plus la catastrophe qu'autre chose. Et surtout, un bon probiotique avec plein de souches de bactéries différentes pour justement augmenter la diversité du microbiote, et surtout avec beaucoup de souches de bifidobactéries, qui sont principalement les bactéries manquantes, pour pouvoir justement repeupler avec des bonnes bactéries. Et puis je pense aussi que je vais me faire bientôt une petite cure aussi pour la perméabilité intestinale, donc avec pareil certains compléments alimentaires. Ça peut être intéressant parce que là effectivement je vois que j'ai quand même pas mal de bactéries
plutôt inflammatoires, donc je me dis il suffit qu'elles aient un peu grignoté le mucus et du coup je risque quand même effectivement d'avoir plutôt une hyperperméabilité intestinale, même si je sais que c'est pas la grosse catastrophe pour moi parce que j'ai fait d'autres analyses qui effectivement ne témoignaient pas. Alors c'est pas des analyses, c'est pas un test qu'on fait qui nous dit oui ou non, c'est quelques autres analyses qui vont nous donner des indications sur est-ce que potentiellement il y a un leaky gut ou pas. Et là, en l'occurrence, a priori, ça avait l'air ok. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais je pense que ce serait bien quand même que je me fasse une petite cure parce que ça fait longtemps. Et surtout, au niveau alimentaire, je vais essayer de consommer encore plus de prébiotiques, donc c'est-à-dire la nourriture des bonnes bactéries, pour faire en sorte que plus elles ont à manger, plus elles vont se développer, plus elles vont prendre la place et plus elles vont un peu empêcher les mauvaises bactéries d'être là. Donc je vais essayer de consommer encore plus de prébiotiques, notamment ce qu'on appelle des amidons résistants, par exemple des pommes de terre qu'on a cuit puis refroidi. Le fait de les refroidir, ça crée en fait de l'amidon résistant. C'est la même chose aussi avec du riz, par exemple. Mais aussi, ça peut être des légumineuses, des oignons, de l'ail, du poireau, etc. Des choses qui passent pas très bien quand on digère pas bien. Mais maintenant que j'ai réglé effectivement une grande partie de mes soucis de digestion, c'est des choses que je peux remanger sans souci. Voilà, du coup, je vais essayer de consommer un petit peu plus de ça pour bien nourrir mes petites bactéries. Et aussi les oméga 3, puisque les oméga 3, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment une des nourritures aussi, c'est pas un prébiotique au sens littéral, mais c'est vraiment un booster de bonnes bactéries, les oméga 3. Donc voilà, ça j'en prends déjà, mais je vais encore plus mettre l'accent dessus. Donc voilà un petit peu je vous ai dévoilé effectivement mon microbiote, donc j'espère que cette explication vous aura plu. N'hésitez pas, par rapport à cette analyse de microbiote, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message sur Instagram, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Donc voilà, pour la partie microbiote. La deuxième partie maintenant dont je voulais vous parler, c'est pas le microbiote, c'est le profil des acides gras érythrocytaires. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est simplement le profil, comme son nom l'indique un peu, mais des acides gras, donc des lipides qu'on va avoir, mais au niveau des cellules. Érythrocytaire, ça veut dire au niveau des cellules, au niveau de la membrane notamment des cellules. Et ça c'est intéressant parce que ça permet justement de voir si on a une réponse inflammatoire qui va être correcte ou qui va être démesurée, notamment en regardant le ratio entre oméga 6 et oméga 3. Alors ça donne pas que ça, ce profil des acides gras, ça donne aussi tous les acides gras dont on a besoin, voir si on est effectivement dans la norme, mais là en l'occurrence, encore une fois, vu notre intention à la base pour faire les analyses, l'idée c'est de voir si effectivement on a assez d'oméga 3, on n'a pas trop d'oméga 6 et voir encore une fois un peu la réponse inflammatoire. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne ? Là c'est pareil, j'avoue que j'étais un peu déçue parce que je me supplémente en oméga 3 depuis quand même très longtemps maintenant, parce que je sais à quel point c'est important. Alors je le fais pas forcément en continu, mais quasiment. Je me fais des cures très très régulièrement. Et bien il se trouve que mon profil des acides gras, il est pas trop mal aussi. Franchement, c'est plutôt, je dis que je suis déçue, mais en réalité, franchement, c'est plutôt pas mal. Tout est presque dans les normes, mais j'ai trop d'oméga 6, enfin de certains oméga 6, parce qu'il y en a plusieurs, et surtout j'ai pas assez d'oméga 3. Donc ça j'étais un petit peu dégoûtée, mais ça rejoint ce que je vous disais au début au niveau de la digestion des graisses, puisque ma vitamine D était un peu basse aussi, et les oméga 3 c'est du gras aussi. Donc en fait là je me dis qu'effectivement c'est ça aussi que je répète souvent, c'est qu'il y a à la fois ce qu'on mange, il y a à la fois ce qu'on prend en supplémentation, mais il y a surtout ce qu'on est capable de digérer. Et en fait, si je prends des oméga 3 mais que je suis pas capable de bien les digérer, et ben du coup, là c'est compliqué parce que je vais en absorber qu'une petite partie. Et là, effectivement, je pense quand même que c'est le cas, qu'il va falloir aller un petit peu investiguer au niveau du foie, au niveau de la digestion des graisses, etc. Et puis surtout, ce que je constate aussi dans ce profil des acides gras érythrocytaires, c'est que j'ai potentiellement une faiblesse de la delta 6 désaturase pour transformer les précurseurs des oméga 6 et 3 en molécules nécessaires. Pour rappel, la delta 6 désaturase, ça je vous l'expliquais dans un épisode notamment idées reçues, sur les oméga 3. En fait, normalement, quand on consomme des oméga 3, surtout quand c'est d'origine végétale, eh bien, on consomme les précurseurs, en fait, des oméga 3 et aussi des oméga 6, d'ailleurs. Et ensuite, le corps, il doit les transformer, les transformer via toute une série de transformations différentes pour les arriver à un certain type de molécules qui, là, vont vraiment pouvoir être utilisées. Et cette série de transformations, une des transformations majeures, elle est faite par la delta 6 désaturase. Or, je crois que c'est 70% de la population
il y a une faiblesse de la delta-6 désaturase, soit pour des causes un peu génétiques, soit aussi pour des causes de stress, enfin il y a plein de cas dans lesquels la delta-6 désaturase elle fonctionne un petit peu moins bien. Donc ce qui fait qu'on a beau consommer les précurseurs des oméga 6 et des oméga 3, on n'arrive pas forcément à les convertir comme il faut. Et là, ce qui me fait dire que j'ai potentiellement une petite faiblesse de ma delta-6 désaturase, c'est qu'en fait, j'ai un taux de précurseurs des oméga 6 et oméga 3 plus élevé que les résultats de la transformation. Vous voyez, si j'ai par exemple, imaginons, je vais vous dire un truc qui est complètement faux, mais c'est vraiment imagé, mais si j'ai 100 molécules de précurseurs, je devrais avoir quand même une bonne répartition sur les molécules de transformation. Elles ne devraient pas être trop faibles, puisqu'il y en a certainement qui se perdent au cours de la transformation, mais il devrait quand même en rester beaucoup. Or là, effectivement, il y a vraiment un gros gap entre la quantité que j'ai de précurseurs, entre guillemets, de oméga 6, oméga 3, et le résultat, les molécules finales, on va dire, d'oméga 6 et oméga 3. Et pour les oméga 3, c'est surtout les EPA et DHA qui vont nous intéresser. Donc je me dis que ma petite delta-6 désaturase, elle doit pas super bien fonctionner. Donc ça veut dire que je vais devoir en apporter encore plus directement les résultats de transformation, c'est-à-dire l'EPA et le DHA, chose que je fais déjà en plus avec de la supplémentation. Mais là, en l'occurrence, je vois bien qu'il va falloir que j'augmente les doses et que je m'assure de vraiment bien digérer les graisses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je m'assure que mon foie fonctionne bien, qu'il sécrète bien de la bile, etc., etc. En gros, c'est ça un peu la stratégie. Quand on se rend compte qu'on digère mal les graisses, alors il peut y avoir plein de raisons, mais une des premières choses à faire, c'est effectivement de stimuler la production de bile, donc s'assurer que le foie, déjà, il fonctionne bien. Et puis, éventuellement, avant de manger, on peut, par exemple, prendre un peu de gingembre, croquer dans un morceau de gingembre, par exemple, qui stimule notamment tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire sur lesquelles je vais me pencher. Parce qu'encore une fois, c'est dommage de payer des compléments alimentaires et de les prendre religieusement tous les jours si c'est pour n'en absorber que 20% par exemple. Donc là, je vais essayer vraiment de mettre toutes les chances de mon côté en augmentant les doses et en augmentant aussi mon assimilation. Au niveau de l'index oméga 3, qui est du coup, en gros, qui mesure le pourcentage d'oméga 3 par rapport à tous les acides gras que l'on a, il est pas trop mal celui-ci, puisque je suis à 6,2, on recommande d'être au moins à 7. Donc bon, ça c'est pas trop mal, mais c'est vraiment le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 qui lui va indiquer la réponse inflammatoire, qui va vraiment montrer, puisqu'encore une fois les oméga 6 sont plutôt pro-inflammatoires, les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires, si je simplifie, et là en l'occurrence j'ai trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc ça veut dire que la réponse inflammatoire de mon corps elle va être disproportionnée. Elle va être beaucoup trop forte par rapport à la nécessité. L'inflammation, elle est importante, c'est ce qui nous permet de cicatriser, c'est ce qui nous permet de combattre des virus, des bactéries, etc. Mais il faut juste qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire que si elle est beaucoup trop forte, là, le corps, il va s'abîmer parce qu'il va essayer de tout cramer alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais il faut aussi qu'elle soit... pas trop faible, parce que sinon là ça veut dire que c'est un peu la porte ouverte à n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, une mauvaise cicatrisation, etc. Donc il faut trouver l'équilibre. Mais là en l'occurrence je vois que le ratio n'est pas bon, donc il va falloir que je diminue un peu les oméga 6. Et encore parce qu'il y a certains oméga 6 que j'ai en carence, on va dire. Donc encore une fois, il faut que j'augmente mon apport en lipides, en bons lipides. Mais surtout, il faut que je mise à fond sur les oméga 3. Voilà un petit peu pour mes analyses. Donc je vous dirai dans un autre épisode ce que j'ai mis en place pour l'endométriose. En tout cas, ce qu'on peut faire quand on est face à l'endométriose, quels sont les piliers vraiment sur lesquels on peut agir. Et si d'ailleurs c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram, ça me motivera à vous faire cet épisode et puis ça me permettra aussi de voir un peu les questions que vous pouvez avoir. J'espère en tout cas que cet épisode explication de mes analyses vous a plu et surtout vous a permis d'y voir un peu plus clair sur comment on interprète effectivement des analyses quand on fait ce genre de test. Donc n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à venir me le dire sur Instagram et puis me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ce qui permet de soutenir au mieux mon travail. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.